Ouvrez, cette maison appartient à mon mari. » La voix de René traversa la porte en bois comme un coup de tonnerre. Il était 6 heures du matin, et j'étais de l'autre côté, bien éveillé, attendant. Je savais qu'elle viendrait, après ce qui s'était passé hier. Après que je les ai expulsés de ma maison, avec des papiers en main, je savais que ma belle-fille ne resterait pas silencieuse. Mais je n'imaginais pas qu'elle amènerait des serruriers. J'entendis des pas lourds sur mon perron, des voix masculines murmurant, le cliquetis immistakable des outils qui s'entrechoquaient. René était arrivé avec des renforts professionnels pour forcer ma porte, pour entrer dans ma maison, la maison que j'ai achetée, celle pour laquelle j'ai payé pendant 30 ans avec ma propre sueur. « Madame, nous sommes des serruriers privés. Nous avons été engagés pour ouvrir cette porte. Nous vous suggérons de reculer si vous êtes à l'intérieur. » La voix de l'homme sonnait ennuyée, routinière, comme si c'était juste un boulot de plus dans sa journée. Pour lui, c'était probablement le cas. Pour moi, c'était une déclaration de guerre. « Tu as entendu ça, Thomas Renaud » cria René à nouveau. Et maintenant sa voix avait ce ton triomphant qui la caractérisait tant. « Nous entrons, que ça te plaise ou non. Tu aurais dû y penser à 2 fois avant de nous jeter dehors comme des chiens. Mon mari a des droits sur cette propriété. » Je restais là, assis dans mon salon, avec une tasse de café froid entre les mains. Mes 80 ans de vie m'avaient appris beaucoup de choses. Mais la leçon la plus importante, je l'avais apprise tard. Certaines personnes ne comprennent que quand on leur montre les conséquences. Le bruit commença. D'abord un bourdonnement métallique, puis un grincement aigu qui me fit grincer des dents. Ils utilisaient une perceuse électrique sur ma serrure. Sur la serrure que j'avais installée moi-même, il y a 10 ans, quand j'ai enfin eu assez d'argent pour améliorer la sécurité de ma maison. Je fermai les yeux et pris une profonde inspiration. 30 ans. 30 ans à travailler du lever au coucher du soleil pour acheter cette maison, à nettoyer des bureaux la nuit, à garder les enfants d'étrangers le matin, à économiser chaque euro comme si c'était le dernier, à sacrifier les vacances, les nouveaux vêtements, les sorties, tout, absolument tout, pour avoir un endroit à moi, un endroit où personne ne pourrait me chasser, un endroit où j'avais le dernier mot. Et maintenant, ma propre belle-fille était dehors, en train de détruire ma serrure, criant que la maison appartenait à son mari, à mon fils, le fils que j'ai élevé seul après que sa mère soit décédée quand Elias n'avait que 3 ans. Le fils à qui j'ai donné tout ce que je pouvais, et beaucoup que je ne pouvais pas. Le fils qui un jour est apparu à ma porte en disant qu'il avait besoin de rester juste quelques jours pendant qu'il réglait les choses avec René. Ces quelques jours se sont transformés en 8 mois, et en ces 8 mois, ma maison a cessé d'être la mienne. « Presque fini !» cria René. « Continuez, continuez, ce vieux ne peut pas se cacher éternellement. » Vieux, elle m'appelait vieux, comme si c'était une insulte, comme si survivre 80 ans dans ce monde, élever un fils seul, construire quelque chose de rien avec mes propres mains était quelque chose dont il fallait avoir honte. Je me levai du canapé lentement. Mes genoux protestèrent, mais je les ignorais. À cet âge, le corps a toujours quelque chose à dire, mais on apprend à ne pas y prêter attention quand il y a des choses plus importantes en jeu. Je marchai jusqu'à ma chambre sans faire de bruit. La perceuse continuait de gémir, se rapprochant de plus en plus, de briser la dernière barrière entre mon espace et l'invasion de René. Mais je n'étais pas pressé. J'avais passé toute la nuit éveillé à planifier ce moment. Je savais exactement quoi faire. J'ouvris mon placard et saisis le sac que j'avais préparé hier après-midi. À l'intérieur, il y avait 4 grandes bouteilles de sauce tomate, la moins chère du supermarché, parce que je n'allais pas gaspiller mon argent pour ça. Il y avait aussi de vieux chiffons, des vêtements que je ne portais plus, et un pot de colorant alimentaire rouge que j'avais gardé pendant des années quand j'avais essayé de teindre des rideaux. Ça n'avait jamais marché pour les rideaux, mais maintenant, ça aurait l'usage parfait. Je versai la sauce tomate dans un grand bol, ajoutai le colorant. Le rouge devint plus intense, plus sombre, plus perturbant. Je trempai les chiffons un par un, les étalai sur le sol près de l'entrée, formant une traînée irrégulière.
Je pris une de mes vieilles chemises, la trempai complètement et la laissai tomber près de la porte, comme si quelqu'un l'avait lâchée au milieu d'une lutte. Chaque détail comptait, chaque tâche devait être au bon endroit. J'enlevai les vêtements propres que je portais et enfilai un vieux peignoir taché de peinture. J'éclaboussai plus de sauce tomate dessus. L'étalai sur mes bras, mon cou, le laissai couler sur le peignoir. Je me regardais dans le miroir du couloir. J'avais l'air d'être sorti d'un cauchemar. Parfait. La perceuse s'arrêta soudainement. J'entendis un clic métallique. La serrure principale avait cédé. Renée poussa un cri de victoire, comme si elle venait de conquérir un royaume. Oui, c'est ça. Maintenant, ouvrez-la. Je m'agenouillai sur le sol, près de la porte. Au milieu de la flaque rouge que j'avais créée, je pris une profonde inspiration. Une fois, 2 fois, 3 fois. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Mais ce n'était pas de la peur, c'était autre chose. C'était de la détermination. C'était la justice. La poignée de la porte commença à bouger lentement d'abord, puis avec plus de force. Renée poussait la porte de l'extérieur, mais j'avais enclenché le verrou intérieur. Ce petit loquet qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Celui qu'elle n'avait jamais su exister parce qu'en 8 mois à vivre dans ma maison, elle n'avait jamais pris la peine de la connaître vraiment. « Ça ne s'ouvre pas », siffla-t-elle, frustrée. « Il y a une autre fichue serrure. » J'entendis le serrurier lui expliquer quelque chose à voix basse. Renée l'interrompit avec un cri. « Je m'en fous! Cassez-la! Faites ce qu'il faut !» La perceuse recommença, cette fois plus agressive, plus violente. Je sentis toute la porte vibrer, le bois craquer sous la pression, ma maison, mon refuge, mon espace sacré étant violé par des gens qui ne l'avaient jamais respecté. Le bruit devint assourdissant. La porte trembla une dernière fois. Et juste quand j'entendis que la dernière serrure allait céder, juste quand je sus qu'ils allaient débouler d'une seconde à l'autre, j'attrapai la poignée de l'intérieur et ouvris la porte moi-même. La porte s'ouvrit en grand, et le silence qui suivit fut plus fort que n'importe quel cri. Renée se figea sur le seuil, ses yeux s'écarquillèrent tellement qu'ils semblèrent sur le point de sortir. Sa bouche forma un O parfait, mais aucun son n'en sortit. Derrière elle, les 2 serruriers lâchèrent leurs outils. La perceuse heurta le sol avec un claquement métallique qui résonna dans la rue, et puis les cris commencèrent. Le plus jeune serrurier recula si vite qu'il trébucha sur ses propres pieds et tomba assis sur mes marches. L'autre porta les mains à sa tête et se mit à répéter encore et encore « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» Renée trouva enfin sa voix. « Thomas, Thomas, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait ?» Je restais là, agenouillé sur le sol couvert de rouge, avec mon peignoir trempé pendant sur mes épaules. Je les regardais tous, sans dire un mot. Je les laissais voir toute la scène, la flaque sur le sol, les chiffons tachés, mes vêtements, ma peau, tout ce rouge intense qui, dans la faible lumière du matin, pouvait ressembler à n'importe quoi sauf à de la sauce tomate. Les fenêtres des maisons voisines commencèrent à s'allumer une par une. J'entendis des portes s'ouvrir, des voix alarmées demander ce qui se passait. Monsieur Henri, mon voisin de 85 ans, sortit en pyjama avec sa canne à la main. Qu'est-ce que c'est que ce bruit à 6 heures du matin? Renée se tourna vers lui, avec des yeux pleins de larmes, me pointant du doigt comme si j'étais un monstre. Regardez ce qu'il a fait. Il est fou, complètement fou. Appelez la police, appelez une ambulance. Je me levai lentement, très lentement, laissant chaque mouvement être visible, laissant chaque geste raconter sa propre histoire. Je m'appuyai sur le cadre de la porte et les regardai tous avec un calme qui ne vient qu'après avoir pris la bonne décision. « Vous deux, dis-je d'une voix ferme, pointant les serruriers, vous venez de forcer l'entrée d'une propriété privée à 6 heures du matin, sans ordonnance judiciaire, sans permission du propriétaire. Y a-t-il des témoins ?» Le serrurier plus âgé cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il se réveillait d'un rêve. « Nous, elle nous a dit que c'était sa maison. » Je secouai la tête lentement. « Cette maison est à mon nom, seulement à mon nom.
J'ai l'acte de propriété, j'ai tous les documents, et vous avez forcé l'entrée, engagée par quelqu'un qui n'habite pas ici et n'a aucun droit légal sur cette propriété. » Plus de fenêtres s'ouvrir, plus de voisins sortir. Madame Duval, qui vivait 3 maisons plus loin, s'approcha avec son téléphone à la main. « J'ai déjà appelé la police. Ils arrivent. » René se tourna vers elle, hystérique. « Oui, qu'ils viennent. Regardez ce que cet homme a fait. Il s'est blessé exprès pour me faire passer pour la méchante. Il est malade. » Je souris simplement, un petit sourire calme, le sourire de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. « Me blesser ?» demandai-je, levant les bras propres sous toute la sauce tomate. « Je n'ai pas une égratignure, René, mais vous venez d'amener des serruriers pour forcer ma porte à 6 heures du matin, après que je vous ai demandé hier de quitter ma maison et de ne pas revenir. » Le jeune serrurier se leva en titubant. « Nous ne savions rien de tout ça. Elle nous a dit que c'était sa maison, que son beau-père l'avait enfermée dehors. Nous faisions juste notre boulot. »« Je sais, » dis-je doucement. « Et c'est pourquoi je ne porte pas plainte contre vous, mais je vous suggère de partir tout de suite avant que la police arrive et que ça devienne plus compliqué. » Les 2 hommes n'eurent pas besoin que je le répète. Ils ramassèrent leurs outils en hâte et coururent pratiquement jusqu'à leur camionnette. En moins d'1 minute, ils avaient disparu au bout de la rue. René resta seul devant moi, tremblant de rage, ses mains serrées en poing le long de son corps. Son visage était rouge, pas de la couleur de la sauce tomate, mais de la pure fureur qui la consumait de l'intérieur. « Ce n'est pas fini, » siffla-t-elle entre ses dents. « Elias a des droits. C'est ton fils. Il a vécu ici. Cette maison est aussi la sienne. » Je m'appuyai contre le cadre de la porte et la regardai droit dans les yeux. « Elias a vécu ici quand il était enfant. Oui, je l'ai élevé ici. J'ai payé cette maison seul pendant 30 ans, en travaillant 2 emplois. Quand il a eu 18 ans, il est parti, a fait sa vie, t'a épousé, et j'ai continué à vivre ici seul, payant mes factures, entretenant mon espace. » René ouvrit la bouche pour m'interrompre, mais je levai la main. Il y a 8 mois, il est apparu à ma porte en disant qu'il avait besoin de rester juste quelques jours, que vous aviez des problèmes, qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Je l'ai laissé entrer parce que je suis son père, et cette maison sera toujours la sienne quand il aura besoin de moi. Mais ça ne veut pas dire que c'est sa propriété. « Et moi ?» cria-t-elle. « Je suis sa femme. J'ai abandonné ma vie pour venir vivre ici. »« Ta vie ?» répétai-je. Et cette fois, ma voix sortit plus dure. « Quelle vie as-tu abandonnée, René? Tu ne travailles pas. Tu n'as jamais travaillé. Tu vis du salaire d'Elias. » Et le salaire d'Elias, ces 8 derniers mois, n'existe pas, parce qu'il a été licencié et me l'a caché pendant des mois. Je vis son visage pâlir. J'avais touché juste. « Oui, je sais, » continuai-je. « Je sais qu'il a été licencié en janvier. Je sais que vous avez vécu de mes économies. Je sais que la carte de crédit qu'il a prise en secret est à mon nom. Je sais que les factures non payées sont parce que vous avez utilisé cet argent pour d'autres choses. » Le silence tomba sur la rue comme une lourde couverture. Les voisins qui étaient sortis nous regardaient sans se cacher. Monsieur Henri fit un pas de plus, s'appuyant sur sa canne. « René, est-ce vrai ?» Elle l'ignora. Continua à me regarder avec une haine si intense que je pouvais presque la sentir. « Tu ne m'as jamais voulu ici, » dit-elle d'une voix tremblante. « Dès le premier jour, tu m'as fait sentir que j'étais de trop, que je n'étais pas assez bien pour ton précieux fils. » Je secouai la tête avec lassitude. « Je t'ai accepté dans ma maison, René. Je t'ai donné un endroit pour dormir quand tu n'avais nulle part où aller. J'ai partagé ma nourriture, mon espace, ma vie. La seule chose que j'ai demandée en retour, c'était du respect. Et la seule chose que j'ai eue, c'est toi qui déplaçais mes meubles sans demander, qui jetais mes affaires parce que tu ne les aimais pas, qui critiquais chaque décision que je prenais dans ma propre maison. Parce que cette maison était coincée dans le passé, » explosa-t-elle. « Tout vieux, tout laid, tout ennuyeux. Elle avait besoin de vie, de mise à jour. Et tu n'en as jamais eu, corrigeai-je.
Les sirènes commencèrent à retentir au loin. René les entendit et quelque chose changea dans son expression. Soudain, elle semblait moins sûre, moins triomphante, plus effrayée. « Quand la police arrivera, dis-je calmement, je leur montrerai mon acte de propriété. Je leur expliquerai que hier, je vous ai demandé de partir. Je leur dirai qu'aujourd'hui, à 6 heures, tu as amené des serruriers pour forcer mon entrée. Et je les laisserai décider quoi faire de ça. » Elle recula. « Elias ne te laissera pas me faire ça. Elias. » « Elias n'est pas ici, dis-je, et pour la première fois, ma voix se brisa un peu. Et c'est une partie du problème. Tu es venu seul, tu as amené des serruriers, forcé ma porte, mais mon fils n'est pas avec toi. » Je vis ses yeux se remplir de larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de rage, impuissantes. « Il est à l'hôtel, murmura-t-elle. Je lui ai dit d'attendre, que je m'en occuperais. »« Bien sûr que tu l'as fait, » répondis-je, « parce que c'est ce que tu fais toujours, t'occuper des choses, prendre des décisions pour lui, parler pour lui. Et mon fils te laisse faire, parce que c'est plus facile que de t'affronter. » Les sirènes se rapprochaient. 2 voitures de police tournèrent au coin de la rue et se garèrent devant ma maison. Les officiers descendirent, avec cette expression fatiguée, des gens qui en ont trop vu. L'un était jeune, peut-être 30 ans, avec un uniforme impeccable. L'autre était plus âgé, avec des tempes grisonnantes et une démarche qui montrait qu'il faisait ça depuis de nombreuses années. L'officier plus âgé s'approcha en premier, regardant la scène. Moi couvert de rouge à l'entrée, René tremblant sur mes marches, les voisins formant un demi-cercle autour de ma maison, comme si c'était un spectacle. « Qui a appelé la police ?»« C'est moi, officier, » dit Madame Duval, levant la main. « J'ai entendu des cris et des bruits forts depuis 6 heures. J'ai pensé que quelqu'un était en danger. » Le jeune officier s'approcha de moi prudemment, comme si j'allais m'effondrer d'un moment à l'autre. « Monsieur, êtes-vous blessé ? Avez-vous besoin d'une ambulance ?» Je secouai la tête et levai les bras pour qu'il les voie bien dans la lumière du matin qui commençait à s'éclaircir. « Je ne suis pas blessé, officier. C'est de la sauce tomate. Je l'ai utilisée pour me protéger. » Les 2 officiers échangèrent un regard confus. Le plus âgé plissa les yeux. « Vous protégez de quoi ?» Je pointai René, qui était maintenant assise sur la marche du bas avec le visage caché dans les mains. « Cette dame est la femme de mon fils. Il y a 8 mois, ils sont venus séjourner temporairement dans ma maison. Hier, je leur ai demandé de partir parce que la situation était devenue insoutenable. Ce matin, à 6 heures, elle est revenue avec 2 serruriers pour forcer ma porte. Les voisins peuvent confirmer. » Monsieur Henri s'avança, s'appuyant sur sa canne. « C'est vrai, officier. J'ai tout vu. Elle est arrivée en criant que la maison appartenait à son mari, qu'elle entrerait que monsieur Thomas le veuille ou non. Elle a amené 2 hommes avec des outils. J'ai entendu la perceuse. Nous l'avons tous entendu. » D'autres voisins hochèrent la tête. Madame Duval leva son téléphone. « J'ai enregistré une partie de l'agitation. Si vous avez besoin de preuves, c'est ici. » L'officier plus âgé se tourna vers René. « Madame, est-ce vrai? Avez-vous engagé des serruriers pour forcer l'entrée ?» René leva le visage. Ses yeux étaient gonflés et rouges. Quand elle parla, sa voix sonnait brisée, victimisée, complètement différente du ton agressif de quelques minutes plus tôt. « C'est la maison de mon mari, » dit-elle entre des sanglots. « Il nous a jetés dehors hier sans raison, sans nous donner le temps de récupérer nos affaires, nous a laissés dans la rue comme des animaux. Je voulais juste récupérer ce qui est à nous. » Le jeune officier sortit un carnet. « La maison est-elle au nom de votre mari ?» René hésita. Je vis ses yeux bouger rapidement, cherchant une réponse convaincante. C'est son fils. Il a vécu ici toute sa vie. Il a des droits. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé, » dit l'officier patiemment. « La propriété est-elle légalement au nom de votre mari ?» J'entrai dans ma maison sans un mot, allai directement au tiroir où je garde tous mes documents importants. Je les pris soigneusement, ces papiers qui représentaient 30 ans de ma vie, de sacrifice, de travail.
Je revins à la porte et l'étendis à l'officier plus âgé. Voici l'acte de propriété. Comme vous pouvez le voir, il est uniquement à mon nom, Thomas Renaud. Je l'ai acheté en 1995. Le dernier paiement de l'hypothèque, je l'ai fait il y a des années. Il n'y a pas d'autre nom sur ces documents. L'officier prit les papiers et les examina attentivement. Son collègue s'approcha pour regarder aussi. Plusieurs minutes passèrent en silence pendant qu'il parcourait chaque page. « Tout semble en ordre », dit le plus âgé enfin, me rendant les documents. « La propriété est à vous, monsieur Renaud, à vous seul. » Il se tourna vers René avec une expression plus sévère. « Madame, vous n'avez aucun droit légal sur cette propriété. Forcer l'entrée d'une maison qui n'est pas la vôtre constitue une tentative d'effraction. Le propriétaire vous a demandé de partir et vous êtes revenu avec des serruriers pour entrer de force. C'est un délit. » René se leva d'un bond, essuyant ses larmes avec colère. « Mais mon mari a vécu ici, c'est son fils, il ne peut pas le jeter dehors comme ça. » Le jeune officier parla cette fois, sa voix plus douce, mais ferme. « Si votre mari vivait ici en tant qu'invité de son père, il n'a pas de droits automatiques sur la propriété. Le propriétaire a tout droit de vous demander de partir si la situation ne fonctionne plus, et vous avez l'obligation de respecter cette décision. » « Et nos affaires » cria René. « Nous avons des vêtements, des objets personnels, tout est à l'intérieur ?» Je pris une profonde inspiration avant de répondre. « Vos affaires sont emballées dans des cartons dans le salon. Je les ai préparées hier après votre départ. Tout est là. Vous pouvez les prendre quand vous voulez, avec supervision de la police si nécessaire, pour éviter plus de conflits. » L'officier plus âgé hocha la tête. « Ça semble raisonnable. » Il regarda René. « Madame, vous pouvez entrer avec nous pour récupérer vos biens. Ensuite, vous devrez partir et ne plus revenir sans la permission du propriétaire. Compris ?» René serra les poings, mais hocha la tête. La haine dans ses yeux était palpable, mais elle n'avait plus d'arguments, plus de pouvoir. Nous entrâmes tous les quatre dans la maison, moi, René et les deux officiers. La scène à l'intérieur était encore plus dramatique, avec la lumière naturelle qui commençait à entrer par les fenêtres. La flaque rouge à l'entrée luisait de manière perturbante. Les chiffons éparpillés, mon peignoir trempé, jeté stratégiquement. Le jeune officier siffla doucement. « Définitivement de la sauce tomate, » dit-il après s'être penché pour la sentir. « Bon truc, monsieur. » Je ne souris pas, il n'y avait rien de drôle, c'était juste nécessaire. Dans le salon, exactement comme je l'avais dit, il y avait 5 cartons parfaitement scellés. J'avais écrit les noms sur chacun avec un marqueur noir, Elias, René. À l'intérieur, il y avait tous les vêtements qu'ils avaient laissés traîner dans ma maison pendant des mois. Les produits de salle de bain qui encombraient ma salle d'eau, les livres que René empilait dans mon salon, les chaussures qu'Elias laissait à l'entrée, tout ce qui n'était pas à moi, tout ce qui avait envahi mon espace. René regarda les cartons et quelque chose dans son expression se brisa, comme si ce n'était qu'alors qu'elle comprenait que c'était réel, qu'elle devait vraiment partir, qu'elle avait perdu. « Tu as passé toute la nuit à emballer ça ?» dit-elle d'une voix vide. « Toute la nuit ?» Je confirmai. « Parce que je savais que tu reviendrais. Je te connais, René. Je sais que tu n'acceptes pas un non. Je sais que tu crois que si tu cries assez fort, si tu pousses assez, tu obtiens ce que tu veux. » Elle me regarda avec des larmes coulant sur son visage. « Pourquoi tu me hais autant ?» Je secouai la tête, soudain fatigué, si fatigué. « Je ne te hais pas, René. Je ne te connais même pas vraiment. En 8 mois sous mon toit, tu n'as jamais pris la peine de me connaître, de me demander sur ma vie, mon travail, mes rêves. Tu ne t'es soucié que de ce que cette maison pouvait te donner. L'espace, le confort, le sentiment d'avoir quelque chose sans l'avoir gagné. « J'ai abandonné mon appartement pour venir ici, » cria-t-elle. « J'ai abandonné ma vie. »« Quel appartement ?» demandai-je. « L'appartement que tu ne payais pas parce qu'Elias payait le loyer avec l'argent que je lui prêtais chaque mois. Je sais ça aussi. » Je vis son visage pâlir à nouveau. Combien de secrets il gardait, combien de mensonges.
L'officier plus âgé s'éclaircit la gorge mal à l'aise. « Mesdames et messieurs, je pense que cette conversation est personnelle. » Il regarda René. « Je vous suggère de prendre vos affaires et de partir. Si vous avez plus à discuter, faites-le une autre fois et ailleurs. » René s'agenouilla près des cartons et commença à les vérifier avec des mains tremblantes, comme si elle ne faisait pas confiance que j'avais tout mis dedans. Elle sortit des choses, regarda, remit. Le jeune officier me regarda avec quelque chose comme de la compassion. « Vous avez besoin d'aide pour nettoyer tout ça ?» Il pointa le désordre rouge à l'entrée. Je secouai la tête. « Non, merci, je peux le faire moi-même. Je l'ai fait avant. » Il ne parlait pas seulement de la sauce tomate, et je pense qu'il comprit. René mit 20 minutes à vérifier tous les cartons. Enfin, avec des yeux rouges et gonflés, elle hocha la tête. « Tout est là. »« Besoin d'aide pour les porter à la voiture ?» demanda l'officier plus âgé. Elle secoua la tête. « J'appellerai Elias pour qu'il vienne les chercher. » Elle sortit son téléphone et composa. J'entendis la sonnerie. Une fois, 2 fois, 3 fois. Personne ne répondit. René essaya à nouveau, même résultat. Et encore. « Il ne répond pas, » dit-elle d'une voix basse. Je ne dis rien. Il n'y avait rien à dire. René essaya d'appeler Elias 5 fois de plus pendant que nous étions tous dans mon salon. Chaque appel allait directement sur la messagerie. Chaque fois qu'elle entendait le ton automatisé, son visage devenait plus pâle, plus désespéré. Enfin, elle baissa le téléphone et fixa l'écran, comme si elle pouvait le forcer à apparaître juste en le souhaitant assez fort. L'officier plus âgé regarda sa montre avec impatience. « Madame, nous ne pouvons pas rester ici toute la matinée à attendre. Avez-vous un autre numéro à appeler ? Un parent ou un ami qui peut t'aider avec les cartons ?» René secoua la tête lentement. Ses mains tremblaient, tenant le téléphone. « Je n'ai personne d'autre. Ma famille vit dans une autre région. Mes amis... » Sa voix s'éteignit. Elle ne termina pas la phrase, mais je pouvais remplir les blancs. René avait brûlé tous ses ponts quand elle avait épousé Elias. Elle avait laissé sa vie d'avant derrière, convaincue que mon fils était son billet pour quelque chose de mieux. « Je peux appeler un taxi ?» proposa le jeune officier, « pour vous emmener où vous voulez avec vos affaires. » Elle hocha la tête faiblement, comme une poupée cassée. Toute cette énergie agressive du matin s'était évaporée. Maintenant, il n'y avait plus qu'une femme de 32 ans réalisant soudain qu'elle était complètement seule. L'officier passa l'appel. Le taxi arriverait dans 15 minutes. Nous attendîmes dans un silence gênant. René s'assit sur le sol près des cartons, serrant ses genoux. Je me tins près de la fenêtre, regardant la rue où les voisins commençaient enfin à rentrer maintenant que le spectacle était terminé. Monsieur Henry fut le dernier à entrer. Avant de fermer sa porte, il me fit un signe. Je lui rendis. Il avait été témoin de tout. Il connaissait la vérité. C'était important. « Depuis combien de temps vivait-il ici ?» demanda l'officier plus âgé, brisant le silence. « 8 mois, répondis-je. Ils sont arrivés en février en disant que ce serait temporaire, qu'Elias avait un problème au travail et qu'ils avaient besoin de temps pour se réorganiser. Et que s'est-il passé ? Il a en fait été licencié, dis-je, regardant droit René. En janvier, mais ils ne me l'ont dit que 3 jours avant, quand une lettre de BNP Paribas est arrivée au sujet d'une carte de crédit qu'il a prise à mon nom sans permission. » L'officier siffla doucement. Son collègue secoua la tête. « C'est de la fraude financière, monsieur. Vous pourriez porter plainte. »« Je sais, dis-je, mais c'est mon fils. Et aussi en colère que je sois, aussi trahi que je me sente, c'est toujours mon fils. » René leva la tête et me regarda avec quelque chose qui pouvait être de la surprise ou peut-être de la gratitude, mais elle ne dit rien, pas même un merci. Le taxi arriva en klaxonnant dehors. Les 2 officiers aidèrent à charger les cartons dans le coffre et sur la banquette arrière. Il y avait 5 gros cartons, mais ils réussirent à tout faire rentrer. René se tint sur mes marches, regardant ma maison comme si elle mémorisait chaque détail. « Ça n'avait pas à finir comme ça ?» dit-elle enfin, sa voix rauque. « Non, acquiesçai-je, ça n'avait pas à finir comme ça, mais ça l'a fait parce que tu as choisi de forcer une porte au lieu de frapper.
parce que tu as choisi de crier au lieu de parler. Parce que dès le premier jour où tu es entré dans ma maison, tu as décidé que j'étais l'obstacle, pas la personne qui vous donnait un abri. » Elle serra les lèvres. Pendant un moment, je pensais qu'elle argumenterait, lancerait une dernière salve d'accusations, mais elle ne le fit pas. Elle se tourna simplement et marcha vers le taxi. Avant de monter, elle s'arrêta et me regarda une dernière fois. « Elias reviendra. C'est ton fils. Tu ne peux pas l'abandonner. » Je ne répondis pas parce que la vérité était que je n'étais pas sûr. Je n'étais sûr de rien quand il s'agissait d'Elias, le garçon que j'avais élevé, l'enfant doux qui me serrait dans ses bras chaque soir avant de dormir. Ce garçon avait disparu depuis longtemps. L'homme qu'il était devenu était un étranger qui m'avait menti, volé mon identité, caché dans un hôtel, pendant que sa femme forçait ma porte. Le taxi s'éloigna et disparut au bout de la rue. Les officiers restèrent quelques minutes de plus pour finir le rapport. Le plus âgé me tendit une carte. « S'il y a un autre problème, n'importe quoi, appelez-nous directement. Et monsieur, au sujet de la carte de crédit, vous devriez vraiment envisager de porter plainte. Votre fils est adulte. Les actions ont des conséquences. »« J'y penserai, promis-je, bien que nous sachions tous les deux que je ne le ferai probablement pas. » Quand ils partirent enfin, la rue retomba dans le silence. Je fermai la porte et m'appuyai contre elle. Ce n'est qu'alors que je me permis de trembler. Ce n'est qu'alors que je laissai tout le poids du matin tomber sur mes épaules. Je regardais le désordre à mon entrée, la flaque rouge qui commençait à sécher, les chiffons éparpillés, mon peignoir trempé, tout le théâtre que j'avais monté pour me protéger. Ça avait marché, ça avait effrayé les serruriers, ça avait fait appeler la police par les voisins. J'avais obtenu exactement ce dont j'avais besoin, mais maintenant, je devais nettoyer. J'enlevai le peignoir et le laissai tomber dans la flaque. J'allai à la cuisine et remplis un seau d'eau chaude et de savon. Pris la serpillière et revins à l'entrée. Je m'agenouillai sur le sol. Commençai à frotter la sauce tomate qui avait collé au carrelage. L'eau devint rose pendant que je nettoyais. Je dus la changer 3 fois avant que le sol commence à avoir l'air normal. Ça me prit 2 heures pour tout nettoyer. 2 heures à frotter, rincer, sécher. 2 heures où je ne pensais pas à Elias, ni à René, ni à rien d'autre que de rendre ma maison à son état normal. Mon refuge, mon espace, mon endroit dans le monde. Quand j'eus fini, je pris une douche avec de l'eau si chaude que ma peau devint rouge. Lavai mes cheveux 3 fois jusqu'à ce qu'ils cessent de sentir la tomate. Enfilai des vêtements propres et confortables, mon pyjama préféré, même s'il n'était que 10 heures du matin. Fis une tasse de café frais et m'assis sur mon canapé, celui que René avait essayé de jeter à la poubelle parce qu'elle disait qu'il était trop vieux. Il était vieux. Il avait 20 ans. Je l'avais acheté quand Elias était parti à l'université. C'était le premier meuble que j'avais choisi juste pour moi, sans penser à personne d'autre. Et il était confortable, et il était à moi. Je m'assis là, sirotant mon café, regardant mon salon qui était enfin à moi à nouveau. Les espaces vides où étaient les affaires de René semblaient maintenant spacieux, propres. Je pouvais respirer à nouveau. Mon téléphone sonna, me faisant sursauter. Je le sortis de ma poche, m'attendant à voir le nom d'Elias sur l'écran. Mais ce n'était pas lui, c'était un numéro inconnu. J'hésitai un moment avant de répondre. « Bonjour, monsieur Thomas Renaud. »« Oui, c'est moi. Bonjour, monsieur, je vous appelle de BNP Paribas. Nous avons des irrégularités à discuter avec vous au sujet d'une carte de crédit ouverte à votre nom en mars de cette année. » Mon estomac se serra. La carte, bien sûr. Ce n'était pas fini. Rien n'était fini. Oui, je suis au courant de cette carte. Mon fils l'a prise sans ma permission. Je l'ai découvert il y a quelques jours. Je comprends, monsieur. Il y a un solde impayé de 4 200 € et le paiement minimum est en retard de 2 mois. 4 200 €. C'était comme si quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans le ventre. 4 200 € que je n'avais pas dépensés. 4 200 € pour des choses que je ne savais même pas ce qu'elles étaient. « Je n'ai pas autorisé cette carte, dis-je d'une voix tremblante.
Je n'ai rien signé, je n'ai rien demandé. Je comprends, monsieur, mais la carte est à votre nom et avec votre numéro de sécurité sociale. Si quelqu'un a commis une fraude, vous devrez porter plainte à la police et travailler avec nous pour résoudre la situation. En attendant, la dette reste votre responsabilité légale. Je fermais les yeux. Bien sûr que la dette était ma responsabilité. Tout l'était toujours. Que dois-je faire? La représentante de la banque expliqua le processus. Signaler la fraude, remplir des formulaires, fournir des documents, prouver que je n'avais pas fait ces charges. Peut-être témoigner contre mon propre fils si la banque décidait de porter plainte pénale. C'était tout si compliqué, tout si épuisant. Quand je raccrochais, je fixais l'écran. Toujours pas de message d'Elias, pas d'appel, rien. Mon fils, le garçon que j'avais élevé après la mort de sa mère, le garçon que j'avais nourri, bercé, soigné quand il était malade. Le fils pour qui j'avais travaillé 2 emplois pendant des années, pour qu'il ait des vêtements neufs, des fournitures scolaires, un toit sûr sur la tête. Ce fils m'avait volé, m'avait menti, et maintenant n'avait même pas le courage d'appeler. 3 jours passèrent, sans nouvelles d'Elias. 3 jours où mon téléphone resta silencieux. 3 jours où chaque fois que la sonnette retentissait, mon cœur s'emballait. Mais c'était toujours quelqu'un d'autre. Le facteur, un vendeur, monsieur. Henri demandant si j'allais bien. Pendant ces 3 jours, ma maison reprit son rythme. Je me levais tôt, comme toujours. Fis mon café, arrosai mes plantes, fis les courses seul, portant mes sacs sans aide de personne, comme je l'avais fait pendant des années avant leur arrivée. C'était étrange. Au début, la maison semblait trop calme, mais ce n'était pas un silence inconfortable. C'était la paix. Au 4e jour, j'allai à la banque, pris tous les documents que je pouvais rassembler, relever, la lettre qui était arrivée, ma carte d'identité. Je m'assis à un bureau en face d'une jeune femme nommée Cécile, qui me regarda avec ce mélange de pitié et de professionnalisme que les gens utilisent quand ils savent que vous êtes dans le pétrin. « Monsieur Renaud, j'ai examiné votre dossier. En effet, la carte a été ouverte en mars avec vos informations personnelles. Avez-vous une idée de comment votre fils a obtenu vos documents? Il vivait avec moi, répondis-je d'une voix fatiguée. Ou plutôt, il séjournait chez moi, il avait accès à tout. Cécile hocha la tête tout en tapant sur son ordinateur. Les charges sont principalement dans des restaurants, des magasins de vêtements, une bijouterie et plusieurs paiements en ligne. Reconnaissez-vous l'un de ces établissements? Elle me montra l'écran. Je lus ligne par ligne, des restaurants chics où je n'avais jamais mis les pieds, des magasins de marque où une chemise coûte ce que je gagne en 1 semaine, une bijouterie avec une charge de 1200 €. Je me souvins du collier que René avait commencé à porter en avril, ce collier en or avec un pendentif brillant qu'elle disait qu'Elias lui avait offert pour son anniversaire. Il l'avait acheté avec mon argent, à mon nom, avec mon crédit. Je n'en reconnais aucun, dis-je enfin. Je n'ai pas dépensé 1 centime sur cette carte. Cécile me tendit des formulaires. J'ai besoin que vous remplissiez ça. C'est une déclaration de fraude. Vous devrez aussi porter plainte à la police. La banque enquêtera, et si nous déterminons que c'était bien une fraude, nous annulerons la dette et fermerons la carte. Et si mon fils admet l'avoir utilisée? Elle me regarda sérieusement. Alors la banque pourrait décider de porter plainte pénale contre lui. Nous parlons de fraude d'identité et de vol. Ce sont des crimes graves. C'est mon fils, dis-je, la voix étouffée. Je sais, monsieur, et je suis désolé que vous traversiez ça, mais il a commis un crime et vous devez vous protéger. Je pris les formulaires avec des mains tremblantes. Cécile m'offrit un verre d'eau que j'acceptai avec gratitude. Combien de temps ai-je pour remplir ça? Idéalement, le plus vite possible. Plus ça prend de temps, plus il est difficile de prouver la fraude, et la dette continue de grandir avec les intérêts. Je quittais la banque avec un dossier plein de papiers et un poids dans la poitrine qui n'avait rien à voir avec l'argent. Je marchais les 4 pâtés de maison jusqu'à ma maison, sentant chaque année de mes 80 ans. Mes genoux me faisaient mal, mon dos me faisait mal.
Mon cœur me faisait plus mal que tout. Quand j'arrivais à ma porte, il y avait quelqu'un qui attendait. Elias, mon fils, était assis sur mes marches avec la tête dans les mains. Quand il m'entendit approcher, il leva les yeux, et ce que je vis me brisa le cœur. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Il ne s'était pas rasé depuis des jours. Ses vêtements étaient froissés. Il avait l'air vaincu. « Papa, dit-il, et sa voix sonnait comme quand il était enfant et avait fait une bêtise. Je me tins devant lui, sans rien dire. Le dossier de la banque pesait comme du plomb dans mes mains. Elias se leva avec difficulté. « J'ai besoin de te parler, s'il te plaît, donne-moi 5 minutes. » J'hésitais. Une partie de moi voulait le serrer dans mes bras, lui dire que tout irait bien, tout arrangé, comme je l'avais fait quand il était petit. Mais une autre partie, celle qui avait grandi ces derniers jours, savait que ce serait une erreur. « 5 minutes, dis-je enfin, ouvrant la porte. Nous entrâmes dans la maison. Elias regarda autour de lui comme si c'était la première fois. Les espaces vides où étaient les affaires de René, la propreté, l'ordre, tout revenu à comme avant leur arrivée. « Ça a l'air bien, dit-il d'une voix basse. Ça ressemble à quand j'étais gamin. » Nous nous assîmes dans le salon, moi sur mon vieux canapé, lui sur celui que j'avais acheté il y a 15 ans et qui avait survécu à toutes les tentatives de René pour le remplacer. Le silence s'étira entre nous comme un abîme. « René est parti, dit-il enfin. Elle a pris un bus pour retourner chez sa mère. Elle m'a laissé un message disant qu'elle n'en pouvait plus, que c'était mon problème, pas le sien. « Et qu'est-ce que tu attendais ?» demandai-je, incapable de m'en empêcher. Toute cette situation est parce qu'elle voulait quelque chose qui n'était pas à elle, parce que tu as joué son jeu. Elias passa ses mains sur son visage. « Je sais, tu as raison, mais à l'époque, papa, je voulais juste la paix. » Elle poussait, et c'était plus facile de dire oui que de l'affronter. Tout comme c'était plus facile de prendre une carte de crédit à mon nom que de me dire la vérité sur ton travail. Il tressaillit comme si je l'avais frappé. « J'allais te le dire, je jure que j'allais te le dire, mais chaque jour qui passait rendait ça plus dur. Et René disait que si je te le disais, tu nous jetterais dehors, que c'était mieux de garder le secret jusqu'à ce que je trouve un autre boulot. » « Et le boulot ? Tu en as trouvé un ?» Il secoua la tête, regardant le sol. « J'ai envoyé des centaines de CV. Personne n'appelle. Et quand ils le font et voient mon âge, 43 ans, ils veulent quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qu'ils peuvent payer moins. Ce n'est pas une excuse pour me voler, Elias. Je sais. » Sa voix se brisa. « Je sais. Et je suis désolé. Papa, tu ne sais pas à quel point je suis désolé. » Je soulevai le dossier de la banque et le posai sur la table basse entre nous. « 200 €. C'est ce que tu as dépensé à mon nom. Restaurant, vêtements, un collier pour ta femme qui n'est même pas là pour le porter maintenant. » Je vis des larmes commencer à couler sur son visage. « Je te rembourserai. Je ne sais pas comment, mais je rembourserai chaque centime. » « Avec quel argent, Elias? Tu n'as pas de boulot, pas d'économie. Ta femme est partie. »« Je ne sais pas, » sanglota-t-il ouvertement maintenant, comme un petit garçon. « Mais je trouverai, je promets. » Je le regardai pleurer, et je sentis quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas du pardon, c'était quelque chose de plus profond et plus douloureux. C'était la réalisation que mon fils, le garçon que j'avais élevé pour être bon et honnête, était devenu quelqu'un capable de me mentir et de me voler. « La banque veut que je porte plainte, » dis-je doucement. « Ils disent que c'est le seul moyen d'annuler la dette, que si je ne le fais pas, je devrais payer chaque centime moi-même. » Elias leva la tête brusquement, les yeux écarquillés. « Non, papa, s'il te plaît. Si tu portes plainte, j'aurai un casier judiciaire. Je ne trouverai jamais de boulot. Ma vie sera finie. Ta vie est déjà compliquée, Elias, et la mienne aussi, à cause de ce que tu as fait. Mais je suis ton fils, dit-il désespérément. Ton seul fils. Tu ne peux pas me faire ça. » Et voilà, la manipulation subtile, couverte de larmes et de désespoir, mais de la manipulation au final, tout comme René, tout comme toujours.
C'est exactement parce que tu es mon fils que ça fait si mal, répondis-je. Parce que j'attendais plus de toi, parce que je t'ai élevé mieux que ça. Tu m'as élevé, admit-il. Tu m'as bien élevé. C'est moi qui ai échoué. J'ai pris les mauvaises décisions. J'ai laissé René me convaincre de choses que je savais mauvaises. J'étais faible. Être faible n'est pas un crime, Elias, mais voler leste. Il se jeta en arrière contre le canapé, épuisé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi quoi faire, et je le ferai. Je pris les formulaires de fraude du dossier. Je veux que tu signes ça. C'est une confession, admettant que tu as ouvert la carte sans ma permission et fait toutes les charges. Avec ça, la banque annulera la dette à mon nom. Et ensuite, ils m'arrêteront. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Peut-être. Ça dépend de la banque. Mais Elias, si tu ne fais pas ça, je devrais payer ces 4200 € moi-même, et je ne les ai pas. Mes économies sont pour mes dépenses. Je ne peux pas me permettre une dette qui n'est pas la mienne. Elias regarda les formulaires comme s'ils étaient une sentence de mort. Ses mains tremblèrent en les prenant. Il lut chaque ligne lentement, ses lèvres bougeant silencieusement pendant qu'il traitait les mots. Confession de fraude, utilisation non autorisée d'informations personnelles, charge faite sans le consentement du titulaire. « Je n'ai pas de stylo, dit-il enfin, sa voix vide. Je pris un de ma poche et le lui tendis. Il le prit, mais ne le décapuchonna pas. Il le tint au-dessus du papier pendant ce qui sembla des heures, mais qui n'était probablement que des secondes. Puis, avec un profond soupir qui semblait venir du fond de son âme, il signa son nom. Voilà, sur cette ligne, comme une confession, comme une fin, comme un début aussi. Peut-être. Il me tendit les papiers et je les remis soigneusement dans le dossier. Cet après-midi, je retournerai à la banque, livrerai ça, et avec de la chance, dans quelques semaines, la dette disparaîtrait de mon nom. Mais les dommages à notre relation, ça ne disparaîtrait pas si facilement. « Où est-ce que tu loges ?» demandai-je après un long silence. « Dans un motel bon marché près de la gare. 50 € la nuit. C'est le seul que je peux me permettre avec le peu que j'ai. Et après, que feras-tu quand l'argent manquera ?» Il haussa les épaules, vaincu. « Je ne sais pas. Trouver un foyer, peut-être, ou dormir dans ma voiture. On verra. » Une partie de moi, cette partie paternelle qui ne meurt jamais, peu importe combien elle est blessée, voulait lui offrir de rester, dire qu'il pouvait revenir, que nous pouvions réessayer. Mais je me mordis la langue parce que je savais que ce serait une erreur, parce que je savais que rien n'avait vraiment changé. Il était toujours sans emploi, toujours faible sous pression, et j'étais toujours son filet de sécurité, celui qui le sauvait toujours. Mais je ne pouvais plus le sauver, pas au prix de ma propre stabilité. Tu dois trouver du travail, Elias, n'importe quel travail. Peu importe si ce n'est pas ce que tu as étudié ou ce que tu veux faire, tu as besoin de revenus. J'ai postulé partout, dit-il avec frustration. Supermarché, restaurant, entrepôt, personne n'appelle. Es-tu allé en personne? Parler directement au manager? Il secoua la tête. C'est tout en ligne maintenant. Il ne te laisse même plus déposer de CV en personne. Je me levai et allai dans ma chambre, revins avec 200 € en liquide. Je les avais retirés au distributeur hier, partie de mon budget pour les courses du mois. Je les tendis à Elias. Il regarda l'argent sans le prendre. « Je ne peux pas accepter ça, papa. J'ai assez volé de toi. »« Ce n'est pas un cadeau, » dis-je fermement. « C'est un prêt. Avec ça, tu peux payer le motel quelques jours de plus pendant que tu cherches un vrai boulot. Et quand tu en auras un, tu me rembourses chaque centime. » Enfin, il prit l'argent soigneusement, comme s'il était sacré. « Merci, » murmura-t-il. « Je te rembourserai, je promets. » Les promesses d'Elias ne signifiaient plus grand-chose pour moi, mais je le dis quand même. « Il y a une chose de plus que je dois te dire, » continuai-je. « Tu ne peux pas revenir vivre ici. Pas comme avant. C'est ma maison, mon espace, ma paix. Je l'ai ouverte pour toi quand tu en avais besoin, et toi et René avez détruit cette paix. Je sais, dit-il d'une voix étouffée, et je suis désolé. Nous avons laissé la situation dégénérer.
Ce n'était pas juste que la situation ait dégénéré, Elias. Vous avez pris des décisions actives pour prendre le contrôle de ma propre maison, déplacer des meubles sans demander, jeter mes affaires, décider quoi cuisiner, quoi regarder à la télé, comment tout était organisé. Vous m'avez fait me sentir comme un invité dans l'endroit que j'ai acheté avec ma sueur. Il couvrit son visage avec ses mains. René disait qu'elle modernisait juste, que ta maison avait besoin de changement, et je l'ai laissé faire parce que c'était plus facile que d'argumenter. Et ce dont j'avais besoin, mon confort, mon opinion, mes sentiments. Tu as raison, admit-il, nous n'avons pas pensé à toi. Nous avons pensé seulement à nous, à ce que nous voulions, à rendre les choses plus confortables pour nous, sans considérer que c'était ton espace, pas le nôtre. Je m'assis de nouveau sur mon canapé, sentant le poids de toutes ces années, de toutes les fois où j'avais cédé, toutes les fois où j'étais resté silencieux pour garder la paix, toutes les fois où j'avais mis les besoins des autres avant les miens. Pendant 30 ans, j'ai travaillé pour avoir cette maison, dis-je lentement. 2 emplois, des doubles shifts, sacrifier des vacances, des vêtements neufs, des soirées avec des amis, tout pour que tu aies un bon foyer, pour que tu puisses étudier sans souci, pour te donner ce que ta mère ne pouvait pas après son décès. Elias sanglota, et j'ai tout gâché. Tu n'as pas tout gâché, corrigeai-je. Tu as obtenu ton diplôme, eu de bons emplois, eu une vie, mais à un moment, tu as arrêté de valoriser l'effort derrière tout ça. Tu as arrêté de voir que le monde ne te doit rien, que tout se gagne avec du travail. Je suis désolé, papa, vraiment désolé. Je sais que tu l'es, Elias, mais être désolé ne suffit pas. Tu dois changer, vraiment changer. Il hocha la tête à plusieurs reprises, comme un garçon grondé. Je changerai, je promets, je trouverai un boulot. Je te rembourserai tout ce que je te dois. Je prouverai que je peux être le fils que tu mérites. Je voulais le croire de chaque cellule de mon corps. Je voulais croire que cette fois serait différente, mais j'avais entendu ces mots avant. Il y avait toujours des promesses, toujours des larmes, toujours un « cette fois ce sera différent », mais ça ne l'était jamais. Je me levai enfin. Il me regarda confus, mais obéit. « J'ai besoin que tu comprennes quelque chose de très important. Je serai toujours ton père. Je t'aimerai toujours. Mais aimer ne veut pas dire te laisser me détruire. Aimer ne veut pas dire être ton filet de sécurité éternelle pendant que tu prends des décisions irresponsables. Je comprends, murmura-t-il. Je ne pense pas que tu comprennes, dis-je fermement. Parce que si tu comprenais, tu n'aurais jamais pris cette carte. Tu n'aurais jamais laissé René me manquer de respect dans ma propre maison, tu n'aurais jamais permis qu'elle essaie de forcer ma porte avec des serruriers. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais je levai la main. Non, laisse-moi finir. Ces derniers jours, depuis que vous êtes partis, ma maison est redevenue un foyer. Je me réveille sans anxiété. Je prends mon café en paix. Je n'ai pas à cacher mes choses importantes. Je n'ai pas à marcher sur la pointe des pieds dans mon propre espace. Et j'ai réalisé quelque chose. Je suis fatigué, Elias. J'ai 80 ans et je suis profondément fatigué de porter les problèmes de tout le monde. Papa, je ne veux pas être un fardeau. Mais tu l'es. Et tu l'as été pendant longtemps, depuis que tu avais 20 ans et que je payais encore ton téléphone. Depuis que tu avais 25 ans et que je t'ai prêté de l'argent pour l'acompte de ta voiture que tu n'as jamais remboursée. Depuis que tu avais 30 ans et que j'ai aidé avec le loyer pendant 3 mois d'affilée. J'ai toujours été là pour te sauver et tu as toujours su que je le serais, donc tu n'as jamais vraiment eu à te débrouiller seul. Les mots faisaient mal à dire, mais ils étaient vrais, chaque mot. Elias pleurait ouvertement maintenant. « Alors quoi? Tu ne veux plus rien avoir à faire avec moi ?» Je secouai la tête. « Je voudrais toujours savoir de tes nouvelles. Tu es mon fils. Mais la relation doit changer. Je ne peux plus être ton sauveur. Tu dois te sauver toi-même. » Elias se tint devant moi avec les 200 € serrés dans sa main, comme si c'était la seule chose solide dans un monde qui s'effondrait autour de lui. Ses yeux étaient encore rouges, gonflés des pleurs, mais il y avait quelque chose d'autre dans son expression maintenant. Quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Peut-être de la vraie honte,
Peut-être le début de la compréhension. « Est-ce que je peux au moins appeler ?» demanda-t-il d'une petite voix. « Pour te dire comment je vais. »« Tu peux appeler, » répondis-je. « Mais je ne te donnerai pas d'argent à chaque appel. Je ne résoudrai pas tes problèmes. Je peux écouter, je peux conseiller, mais tu dois parcourir ce chemin seul. » Il hocha la tête lentement. « Et si je suis vraiment mal, si je finis à la rue ?» La question me frappa fort parce que je savais ce qu'il faisait. Il cherchait cette faille, ce petit morceau de mon cœur paternel qui cédait toujours, la partie qui ne pouvait pas supporter l'idée de mon fils souffrant. Mais cette fois, je tins bon. Alors tu devras aller dans un foyer ou demander de l'aide à des amis ou parler aux services sociaux. Il y a des ressources pour les gens dans ta situation, Elias. Des ressources qui ne sont pas moi. Je vis son visage s'effondrer en réalisant que cette fois, je ne céderai pas. Cette fois, il n'y avait pas de retour en arrière. « Je t'aime, » dit-il soudain. « Je sais que j'ai tout fait de travers. Je sais que je ne le mérite pas. Mais je t'aime, papa. »« Je t'aime aussi, » répondis-je. « Et je te pardonne, mais plus important, je suis content de voir que tu te pardonnes toi-même. » Je l'entendis partir dans sa voiture d'occasion, mais une qu'il avait payée avec son propre effort. Je l'entendis conduire prudemment dans la rue et je me sentis en paix. Le reste de la journée, je le passais dans un état étrange. J'allais à la banque et livrais les documents signés par Elias. Cécile m'assura que le processus prendrait quelques semaines, mais avec la confession signée, il était très probable qu'ils annulent la dette. Je partis de là avec un poids en moins sur les épaules, mais un nouveau sur le cœur. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Je restais allongé dans mon lit, fixant le plafond, pensant à tout ce qui s'était passé ces dernières semaines, comment ma vie avait pris un tour si drastique, comment j'avais trouvé une force que je ne savais pas avoir. Les jours suivants, j'établis une nouvelle routine. Je me levai tôt, fis des exercices légers dans le salon, pris le petit déjeuner tranquillement en lisant le journal. Travaillais dans mon petit jardin qui avait été négligé pendant des mois. Renée détestait que je passe du temps là, parce qu'elle disait que la terre sous mes ongles avait l'air horrible. Maintenant, je pouvais me salir les mains autant que je voulais. Monsieur Henri commença à venir l'après-midi. Nous prenions le café sur mon perron et parlions de tout et de rien. Il me racontait des histoires sur quand sa femme était en vie, comment elle lui manquait, mais qu'il avait appris à être seul, sans se sentir solitaire. Je lui racontais sur mon travail toutes ces années, sur les choses que j'avais sacrifiées et celles que j'avais gagnées. Un après-midi, pendant que nous partagions des biscuits que j'avais cuits, il posa quelque chose que personne d'autre n'avait osé demander. « Regrettes-tu de les avoir jetés dehors ?» La question me surprit. Je fixai ma tasse de café, regardant la vapeur s'élever en spirale. « Parfois, admis-je, il y a des moments où la présence d'Elias me manque. L'idée d'avoir de la famille à la maison me manque. Mais ensuite, je me souviens comment je me sentais quand ils étaient ici, invisibles dans ma propre maison, utilisés et manqués de respect. Et alors, je sais que j'ai fait le bon choix. » Monsieur Henri hocha la tête sagement. « Être une bonne personne ne veut pas dire laisser les gens te marcher dessus. Ma femme m'a appris ça. Elle disait que la gentillesse sans limite n'est pas de la gentillesse, c'est de l'autodestruction. » Elle avait raison, dis-je. Ça m'a pris 80 ans pour apprendre, mais elle avait raison. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, répondit-il avec un sourire. Ma femme disait ça aussi. Et tu es sage aussi, Thomas. 2 semaines passèrent. Elias appela 3 fois. Le premier appel fut 2 jours après notre conversation. Il sonnait plein d'espoir. Il avait obtenu un entretien dans un entrepôt. Le deuxième appel fut 1 semaine plus tard. Il n'avait pas eu ce boulot, mais en avait un autre programmé. Le troisième appel vint exactement 14 jours après que je l'ai jeté dehors. « Papa, » dit-il, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix. « J'ai eu un boulot. » Mon cœur sauta vraiment. « Oui, dans un supermarché. Je range les étagères et aide en réserve. Ce n'est pas grand-chose. Il paie 15 € de l'heure, mais c'est quelque chose. C'est un début. » Je restai silencieux un moment, laissant les mots s'imprégner. « Je suis fier de toi. » Et c'était vrai.
Je sais que ce n'est pas ce que j'ai étudié, mais c'est un pas. Je commence demain, continua-t-il. Shift de 6 heures à 14 heures. Et papa, j'ai parlé au manager, expliqué ma situation avec la dette. Il a dit que nous pouvons mettre en place une saisie pour déduire un montant de chaque paie pour te rembourser. Ça n'a pas à être immédiatement, dis-je. Tu dois te stabiliser d'abord. Non, sa voix sonnait ferme. C'est important. Tu m'as prêté ces 200 €. J'ai signé cette confession qui pourrait me causer des ennuis. Le moins que je puisse faire, c'est commencer à te rembourser. La conversation fut courte. Il devait aller chercher son uniforme et se préparer pour le premier jour. Quand je raccrochais, je fixais le téléphone longtemps. Peut-être, juste peut-être, cette fois serait différente. La banque appela 3 jours plus tard. Cécile sonnait soulagée quand elle parla. « Monsieur Renaud, j'ai de bonnes nouvelles. Nous avons examiné votre dossier et avec la confession signée et l'enquête sur les charges, nous avons déterminé que vous étiez victime de fraude d'identité. Nous annulerons toute la dette de 4 200 €. Votre crédit sera clair. » C'était comme si un bloc de ciment était enlevé de ma poitrine. Et que se passe-t-il pour mon fils? Porterez-vous plainte? Il y eut une pause. Cette décision appartient au département légal. Mais étant donné qu'il a confessé et que vous êtes famille immédiate, il est possible que ce soit juste noté dans notre système interne et qu'il ne poursuive pas légalement. Je ne peux rien promettre, mais c'est probable. Quand je raccrochais, je pleurais, pas de tristesse, pas juste de soulagement. Je pleurais pour tout ce qui s'était passé, pour la trahison, la douleur, la force que j'avais dû trouver, pour mon fils qui semblait enfin grandir. Je pleurais pour moi et tout ce que j'avais sacrifié. Madame Duval frappa à ma porte cet après-midi-là. Elle apporta un gâteau qu'elle avait cuit. « Vous avez l'air différent », observa-t-elle pendant que nous étions assis dans mon salon. « Plus léger en quelque sorte. »« Je me sens différent, » admis-je. « Je me sens comme si je pouvais enfin respirer. Vous avez des nouvelles de votre fils ?» Je lui racontai le boulot, les appels, la banque annulant la dette. « Je suis heureuse pour vous, » dit-elle sincèrement. « Et pour lui aussi. Parfois les gens ont besoin de toucher le fond pour commencer à remonter. » Je ne voulais pas qu'il touche le fond, dis-je. Je voulais le protéger de ça. Mais je pense qu'en le protégeant tant, je l'ai rendu plus faible. « Ce n'est pas vous qui l'avez rendu faible, » corrigea-t-elle. « La vie fait ça parfois, mais lui donner la chance de devenir plus fort, c'était tout vous. » Cette nuit-là, seul dans ma maison, je fis un dîner simple, une soupe de légumes avec du pain maison. Je m'assis à ma petite table, la même où Elias et moi avions eu des milliers de repas quand il était enfant. La même que Renée se plaignait, disant qu'elle était trop vieille et avait besoin d'être remplacée. Mais cette table avait de l'histoire, des souvenirs, une valeur qui ne pouvait pas être mesurée en argent. Je mangeais lentement, savourant chaque bouchée. Il n'y avait pas de hâte, pas de tension. Il y avait juste un silence paisible et la satisfaction d'une journée bien vécue. 1 mois après qu'Elias ait commencé à travailler, il apparut à ma porte un samedi après-midi. Il était dans son uniforme de supermarché, taché de sueur et de travail. Son visage avait l'air différent, plus mince peut-être, mais aussi plus alerte. Il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais pas vu depuis des années. « Salut, papa », dit-il quand j'ouvris la porte. « Est-ce que je peux entrer un peu ?» J'hésitai seulement une seconde avant de m'écarter. Il entra et regarda autour, comme il le faisait maintenant, comme s'il visitait un musée de sa propre histoire. « Je viens de finir le travail », expliqua-t-il, pointant ses vêtements. « J'ai fait un double shift aujourd'hui. Le manager a dit que je peux faire des heures sup quand je veux. »« C'est bien, » dis-je, le menant au salon. « Tu veux de l'eau? Du café? De l'eau, c'est bien. » J'allai à la cuisine et revins avec 2 verres. Nous nous assîmes à nos places habituelles. Il but presque tout le verre d'un trait. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il, sortant une enveloppe de sa poche arrière. « C'est le premier paiement. » Je pris l'enveloppe, sentant son poids dans mes doigts, l'ouvris. Il y avait 500 € en petites coupures. « Elias, c'est... » « Je sais que ce n'est pas beaucoup, »
interrompit-il. Et je sais que je te dois bien plus que 500 euros. Il y a les 4000 de la carte. Même si la banque a annulé ta dette, je les ai dépensés, je les dois. Donc je te rembourserai tout petit à petit, mais je le ferai. Je regardais l'argent, des billets de 20 pour la plupart. Je les ajoutais à la boîte où je gardais les paiements précédents. Il y avait presque 1000 euros là déjà. De l'argent gagné avec un travail honnête, de l'argent donné avec respect et responsabilité. Ce n'est pas l'argent, expliquai-je. C'est ce qu'il représente. C'est de te voir essayer, c'est de te voir prendre la responsabilité. Monsieur Henry hocha la tête sagement. Parfois, la meilleure chose que nous puissions faire pour les gens que nous aimons, c'est de les laisser tomber pour qu'ils apprennent qu'ils peuvent se relever seuls. Tu avais raison, dis-je. Ta femme avait raison sur beaucoup de choses. C'était une femme sage, répondit-il avec un sourire triste. Et toi aussi, Thomas. Cette nuit-là, seul dans ma maison, je comptais l'argent qu'il m'avait apporté, 500 euros en billets de 20. Je les ajoutais à la boîte où je gardais les paiements précédents. Il y avait presque 1000 euros là déjà. De l'argent gagné avec un travail honnête, de l'argent donné avec respect et responsabilité. Je fis un dîner simple, une soupe de légumes avec du pain maison. M'assis à ma table, celle que René voulait jeter, et mangeai lentement, savourant chaque bouchée. Il n'y avait pas de hâte, pas de tension. Il y avait juste un silence paisible et la satisfaction d'une journée bien vécue. Après avoir lavé la vaisselle, je sortis sur mon perron. La nuit était fraîche et claire. Les étoiles brillaient fort. Monsieur Henry était sur son perron et me fit un signe. Je lui rendis. Je pensais à tout le parcours, à l'homme que j'étais il y a 6 mois. Cet homme qui permettait que son espace soit envahi parce qu'il avait peur d'être seul, qui acceptait le manque de respect parce qu'il croyait que c'était comme ça qu'on gardait la paix familiale, qui se faisait petit dans sa propre maison pour que les autres se sentent grands. Cet homme n'existait plus. À sa place, il y avait un homme qui connaissait sa valeur, qui posait des limites et les tenait, qui savait que aimer ne veut pas dire se sacrifier jusqu'à disparaître, qui comprenait que parfois la meilleure façon d'aider quelqu'un est de le laisser affronter ses propres conséquences. Ma maison était à moi à nouveau, mes jours étaient à moi à nouveau, ma vie était à moi à nouveau. Il y avait des moments de solitude, je ne mens pas. Il y avait des nuits où la présence de quelqu'un d'autre dans la maison me manquait, mais j'avais appris la différence entre solitude et paix, entre être seul et se sentir seul. J'étais seul par choix, et en paix par choix aussi. À mes 80 ans, j'avais découvert quelque chose que beaucoup d'hommes ne découvrent jamais, que ta valeur n'est pas dans l'utilité pour les autres. Que ton foyer ne se mesure pas par combien de gens le remplissent, mais par combien de paix il contient. Que la vraie famille respecte, n'envahit pas, que l'amour vrai soutient, ne noie pas. Je restai sur le perron jusqu'à ce que le froid me force à rentrer. Fermai la porte avec le verrou. Ma porte, ma nouvelle serrure que j'avais installée moi-même après qu'ils aient détruit l'ancienne. Allai au lit, dans mon lit, dans ma chambre, dans ma maison, et dormis profondément. Sans sursaut, sans anxiété, sans peur, parce que enfin, après une vie à donner et donner et donner, j'avais appris à me donner les choses les plus importantes. Dignité, respect et paix. Et ça n'avait pas de prix. C'était tout ce dont j'avais toujours eu besoin. Et maintenant, enfin, je l'avais. Avez-vous aimé mon histoire? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Quelle partie vous a le plus ému? Et dites-moi, d'où regardez-vous? Si vous avez aimé, mettez un like, abonnez-vous à Les Conseils de Papy pour plus d'histoires inspirantes de vie comme celle-ci, et activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine. Votre soutien compte énormément. Ça m'aide à continuer à partager ces récits de famille, de rédemption et de sagesse. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine vidéo.